Dans cette application VBA Access, nous proposons de poursuivre l'application précédente de facturation des clients avec gestion de stock. Cette fois-ci, nous souhaitons, à validation de la facture, être en mesure d'éditer cette dernière grâce à un état Access tel que le présente la capture sous l'écran, et si possible d'exporter et d'archiver cette facture au format PDF, pour ensuite éventuellement pouvoir la joindre par courrier électronique au client. Pour ce faire, et comme toujours donc, nous partons d'une base de données existante, là où nous avions arrêté le travail lors de l'application précédente. Cette base de données, comme toujours, vous pouvez la télécharger depuis le site bombache.fr. L'objectif donc est de pouvoir améliorer ou poursuivre le code du bouton Valider la facture. Pour l'illustrer, nous allons passer en mode création du formulaire, sélectionner le bouton Valider la facture, et grâce à l'onglet événements de sa feuille de propriété, nous allons basculer dans l'éditeur de code VBA Access entre les bornes de sa procédure événementielle. Il s'agit tout simplement du code qui permettait d'inscrire les différents éléments dans les différentes tables de la base de données afin d'archiver la commande du client et de la rattacher à son numéro de client, selon le jeu des différentes relations qui existent entre les tables qui sont listées dans le volet de gauche. Désormais, ce que nous souhaitons faire, c'est donc ajouter le code qui va permettre de conduire au rapport, à l'état qui doit donc être lié aux informations en temps réel du formulaire. Je vous rappelle que nous avions disposé sur ce formulaire sur la droite deux petites zones de saisie qui enregistrent respectivement le numéro du client et le numéro de la commande après validation. Nous allons récupérer ces informations par des requêtes aux critères dynamiques qui vont permettre de construire l'état qui au final va donner effectivement l'édition de la facture client en cours depuis le formulaire de facturation et de gestion des stocks. Pour ce faire, donc, afin de construire cette facture, nous passons par le ruban Créer et nous allons choisir Création de requête dans la section Requêtes. Comme nous avons 4 tables à considérer, client, commande, détail, commande et catalogue, nous allons créer 2 requêtes. Chacune va regrouper 2 tables. Ainsi, à l'issue, nous allons construire l'état sur les 2 requêtes, soit sur les 4 tables. Nous allons regrouper dans un premier temps le client et ses commandes, sachant que les commandes n'affichent que très peu de détails, comme par exemple le numéro de la commande, la date de la commande, ou encore le montant de la commande. Nous cliquons sur le bouton fermer maintenant que les 2 tables sont schématisées dans l'éditeur de requêtes, et l'objectif ici est de pouvoir ajouter les champs qui vont nous intéresser pour la construction de la facture. Donc nous allons sélectionner pratiquement l'ensemble des informations du client à l'exception de son mail, et puis nous allons récupérer les champs utiles en ce qui concerne la commande du client. Notez que nous excluons de la sélection le champ CLICOM qui est la clé étrangère que nous avons déjà inscrite par le biais de la clé primaire, le num client de la table client. L'objectif donc est de faire en sorte que cette requête puisse récupérer dynamiquement les informations du formulaire, ces 2 petites zones de texte dont je vous ai parlé. Ça veut dire le numéro de client et le numéro de commande. Nous allons utiliser pour effectuer la jonction dynamique entre le formulaire et les requêtes et donc l'état ensuite, le générateur d'expression dans la zone de critères du champ num client dans un premier temps. Pour ce faire, nous cliquons avec le bouton droit dans la zone critère du champ num client de la grille de requête. Nous choisissons créer dans le menu contextuel et dans le générateur d'expression qui apparaît, nous allons ici déployer toute l'arborescence afin d'y retrouver notre formulaire sur lequel se situent les 2 petites zones de texte qui sont susceptibles effectivement de mémoriser les informations dynamiques pour la transmission des paramètres. Ces champs se nomment respectivement nClient pour le numéro de client et nCommande pour le numéro de commande. Nous double-cliquons sur nClient pour faire la correspondance. Notez que le générateur d'expression du coup établit l'expression de correspondance. Eh bien, nous validons cette expression. Nous allons augmenter la largeur de colonne pour y voir plus clair ici. Tout simplement pour expliquer que nous demandons à cette requête qu'elle extrait les informations pour lesquelles le champ num client de la table client soit égal au champ nClient issu du formulaire validation commande. Et nous allons faire exactement la même chose en ce qui concerne le numéro de commande. Pourquoi ? Parce qu'un client
peut très bien passer plusieurs commandes dans un même magasin. Donc nous devons extraire pour le client la commande en cours. Si bien que dans la zone critère du champ numcom, nous réitérons le même processus, clic droit, créer, nous déployons l'arborescence jusqu'à trouver notre formulaire dans lequel, cette fois-ci, nous allons sélectionner le champ nCommande pour la correspondance afin que le générateur puisse construire l'expression. Nous validons cette correspondance, cette expression, et puis nous allons réajuster la taille de nos champs très simplement par double clic pour constater qu'a priori nous avons bien conçu une requête au critère, au pluriel, dynamique. Nous enregistrons maintenant cette requête avec un nom explicite, CTRL S par exemple, et nous allons l'appeler, pourquoi pas, client commande, puisqu'il s'agit d'une requête qui regroupe les informations des commandes pour tous les clients recensés en base de données. Nous validons ce nom, et pour information, si nous exécutons cette requête en l'état, forcément elle ne produit aucun résultat, dans la mesure où ces critères dynamiques, pour l'instant, sont vides, et donc ne correspondent à aucune valeur issue des tables. Ce n'est pas terminé. Pour pouvoir éditer une facture complète, bien sûr, il faut les informations du client et de sa commande, mais il faut aussi le détail de sa commande, c'est-à-dire les articles achetés, la quantité des articles achetés et leur prix unitaire. C'est la raison pour laquelle nous retournons dans notre ruban créé, nous repassons par la création de requête, et cette fois-ci, nous allons réunir les tables détail commande et catalogue. Pourquoi ? Parce que les références qui sont listées dans la table détail de commande sont issues du catalogue qui recense tous les produits qui sont en vente dans le magasin. Nous ajoutons ces deux tables, nous fermons la vue de la fenêtre qui permet d'ajouter ces tables et nous allons désormais ajouter les champs dont nous avons besoin. Nous allons réorganiser très rapidement notre espace de travail puisque la table parent est censée être plutôt la table détail commande, bien que la relation qui existe entre les deux indique le contraire. L'objectif est de pouvoir connaître le numéro du détail de la commande avec la quantité qui a été achetée. Donc nous ajoutons ces deux champs. Nous ignorons le champ COMDET car il s'agit de la clé externe qui permet de relier cette table à la table commande qui est la table parent, et nous avons déjà indiqué la clé primaire, c'est-à-dire le même numéro. En ce qui concerne la référence, nous ne l'indiquons pas puisque nous allons préférer sa clé primaire pour la même raison donc, c'est-à-dire le code article. Et nous allons prélever la désignation et le prix unitaire pour avoir l'ensemble des informations du détail de la commande. Nous ignorons en revanche le champ quantité qui n'est autre que la quantité en stock qui ne nous intéresse pas. Nous préférons afficher bien entendu pour la facture la quantité commandée. C'est la raison pour laquelle nous avions prélevé ce champ issu de la table détail commande. Pour cette requête, il n'y a pas besoin de réaliser de critères dynamiques puisque cette requête est liée naturellement par le jeu des relations à la requête client commande que nous avons construite auparavant qui, elle, est reliée à des critères dynamiques. Ça veut dire que, par le jeu des relations, cette deuxième requête sera elle aussi liée à des critères dynamiques. Nous allons donc l'enregistrer sous le nom, par exemple, détail catalogue. Nous utilisons ces requêtes comme des outils de construction d'objets Access. Et en l'occurrence ici, l'objectif est qu'ils permettent de nous aider à construire le rapport, c'est-à-dire l'état de la facturation. Donc, dans la foulée, nous allons directement construire notre état et nous allons nous faire aider par l'assistant état directement depuis le ruban créé en cliquant sur le bouton assistant état. L'objectif ici est de pouvoir ajouter les différents éléments que nous souhaitons proposer dans la vue de la facture prête à l'édition. C'est la raison pour laquelle nous allons dans un premier temps choisir la requête client-commande qui regroupe ces deux tables, et à l'aide de la double flèche, nous allons insérer tous les champs, car tous les champs sont utiles. Nous faisons de même de manière à pouvoir relier le détail de cette commande au reste des informations, et nous ajoutons tous les champs puisque nous les avions déjà choisis de façon sélective depuis les requêtes. Nous cliquons sur le bouton suivant pour dérouler les étapes de l'assistant, et celle à laquelle nous arrivons est particulièrement importante puisque elle propose de réaliser un niveau de regroupement. Lorsque nous souhaitons faire correspondre un formulaire
pour un numéro de client précis avec un état pour un numéro précis, eh bien, nous ajoutons des niveaux de regroupement importants de manière à pouvoir réaliser des sauts de page avant section, ce qui permet de disposer chacun des clients sur des pages explicitement différentes. Parce qu'un état, par défaut, eh bien, propose une vue où ils sont tous regroupés dans une même page. Ici, les critères feront cette sélection naturelle. Donc, ce niveau de regroupement n'est pas forcément nécessaire. Mais pour suivre la philosophie, il est important pour nous d'ajouter un niveau de regroupement sur le numéro de commande, puisqu'en l'occurrence, nous souhaitons éditer la facture de la commande en cours. Donc, nous sélectionnons le champ numcom et nous cliquons sur la flèche de manière à ce qu'il y ait explicitement un en-tête de groupe numcom dans l'état que nous allons produire. Nous cliquons sur suivant et nous pourrions ici choisir des ordres de tri sur différents éléments, comme par exemple la référence de l'article à acheter, c'est une possibilité, histoire d'améliorer la lisibilité de la facture à l'issue, donc cela ne coûte rien, nous rajoutons un tri croissant sur le champ code article. Et puis, nous continuons de dérouler, nous arrivons à la mise en page avec les styles qui sont proposés, nous allons conserver ici les choix par défaut, les propositions par défaut, nous cliquons sur suivant pour arriver à la dernière étape de l'assistant état, nous allons renommer de façon explicite cet état qui est une vue de la facture normalement, client commande, et nous cliquons sur terminer pour pouvoir produire le résultat qui pour l'instant bien entendu sera nul, sera vierge dans la mesure où, je vous le rappelle, cet état est construit sur des requêtes aux critères dynamiques et ces critères ne sont pas encore connus. L'objectif est, avant de pouvoir commander l'aperçu de cette facture, de la concevoir, de la mettre en page pour qu'elle ait un aspect professionnel et qu'elle soit suffisamment lisible. Notez que nous avons bien ici notre en-tête de page, notre en-tête de groupe numcom et la section détail qui est censée lister toutes les informations du client. Alors, comme il s'agit d'un travail fastidieux et que nous avons déjà abordé ces notions à maintes reprises dans différentes formations Access et VBA Access, nous allons essayer de récupérer une mise en page existante de manière, avec une disposition de contrôle, de manière à les redisposer sur notre état de destination. Et puis, ma foi, nous aurons certainement quelques ajustements à réaliser, mais sachez que l'essentiel du travail ici consiste à formater les champs, à les disposer d'une façon, on va dire, suffisamment pertinente et explicite pour que la facture ait un rendu intéressant. Nous allons quand même donner quelques explications. Nous sommes censés avoir récupéré les noms de nos contrôles. En ce qui concerne la section en tête de page, comme nous avions choisi des couleurs qui sont plutôt claires, eh bien, nous allons choisir pour cette en-tête de page une couleur de remplissage un peu plus sombre, de manière à faire ressortir les informations, comme ceci par exemple. Ensuite, comme vous le savez, le ruban organisé propose des fonctionnalités tout à fait intéressantes pour pouvoir ajuster les dimensions des contrôles les uns par rapport aux autres de façon efficace ou encore les aligner sur les mêmes verticales ou les mêmes horizontales. Constatez que dans la section en tête de groupe numcom, nous avons réuni toutes les informations uniques, à savoir le nom du client, sa civilité, son prénom, qui ne doivent être répétés qu'une seule fois, ainsi que le montant total de la facture. En revanche, dans la section détail, nous avons disposé tous les champs qui vont permettre de lister le détail de la commande. Cela signifie que si le client a acheté plusieurs articles, eh bien ces champs seront dupliqués tant qu'il y aura des articles à lister. Notez que les étiquettes de ces champs, quant à eux, sont bien disposées non pas dans la section détail, mais dans la section en tête de groupe. Sinon, ils seraient répétés autant de fois que il y a d'articles. Or, les désignations de ces champs n'ont besoin d'être mentionnées qu'une seule fois. Vous constatez que nous avons ajouté un champ qui permet d'afficher la date du jour, et si nous consultons son contenu, ou plutôt dans un premier temps ces données, vous constatez que pour sa source de contrôle, nous avons tapé une fonction tout à fait simple, égale date, avec les deux parenthèses, qui permet de retourner la date du jour au format à définir depuis l'onglet format de la feuille de propriété. Ensuite, en ce qui concerne le champ numClient qui est disposé au centre de la section
numcom, eh bien, nous avons choisi de le rendre invisible, propriété visible à non, pour la bonne et simple raison que ce champ est tout à fait utile pour les relations entre les tables, par contre, il n'est pas utile comme information à divulguer au client. Il s'agit d'une gestion interne. Tous les champs qui sont situés en dessous sont issus de la requête qui regroupe le détail de la commande et le catalogue, à savoir la référence de l'article, sa désignation, la quantité achetée par le client, le prix unitaire de cet article. Et nous avons ajouté un champ calculé que nous aurions très bien pu créer dans la requête comme nous l'avions déjà fait dans d'autres formations. Ce champ calculé donc est un contrôle que nous avons ajouté directement depuis le ruban création, que nous pourrions nommer, mais ce n'est pas nécessaire puisque l'objectif est qu'il puisse afficher comme opération de synthèse le prix total pour l'article en fonction de sa quantité de son prix unitaire. Il consiste donc à multiplier le champ quantité dette par le champ prix unitaire hors taxe. Je vous rappelle que dans Access, pour réaliser des opérations entre des champs, ils doivent être inscrits entre crochets. Donc, nous avons cette fois-ci un état qui semble beaucoup plus conforme à nos attentes pour une meilleure présentation et disposition. La première chose à faire, avant de penser à l'exportation au format PDF, est de pouvoir commander l'affichage de cet état à validation de la facture. C'est la raison pour laquelle nous revenons sur notre formulaire validation commande et pour le bouton valider la facture, nous cliquons sur le bouton de son événement clic afin de nous repositionner entre les bornes de la procédure événementielle valider facture clic. L'objectif ici donc est de pouvoir appeler cet état, sachant qu'il est construit sur des requêtes qui attendent les informations du formulaire, elles vont les récupérer, les transmettre à l'état, qui devrait normalement nous afficher la facture du client. C'est ce que nous allons voir. Je vous rappelle que nous avons un objet fabuleux en VBA Access qui se nomme DoCMD, qui est une contraction de doCommand, qui permet donc, par le biais des multitudes de méthodes qu'il propose, d'exécuter des tâches, des commandes, et en l'occurrence, nous avons la méthode OpenReport qui permet, comme son nom l'indique, d'afficher un rapport, le rapport que nous allons indiquer en premier paramètre qui se nomme client commande. Ça veut dire tout simplement ouvrir l'état que nous venons de construire. Alors autant ne pas se tromper dans le nom de l'état que nous souhaitons afficher, forcément, sinon, bien entendu, la commande ne fonctionnera pas. Constatez ensuite l'apparition d'IntelliSense pour le deuxième paramètre qui propose le mode d'affichage de cet état. Nous souhaitons un mode d'affichage qui est prêt à l'impression, un aperçu avant impression, donc assez view, preview. Et nous allons pouvoir tester effectivement la fonctionnalité de ce code à ce stade, sachant que tout le reste est déjà fonctionnel puisque, je vous le rappelle, il s'agit de la facturation client avec gestion de stock. Nous allons donc réaliser une petite simulation. Nous double-cliquons depuis le volet gauche sur notre formulaire validation commande. Je vous rappelle la procédure. Un client passe en caisse, nous partons du principe ici qu'il est connu. Nous sélectionnons donc sa référence. Les informations sur ce client sont rapatriées et nous scannons les articles qu'il achète. Nous les ajoutons tour à tour à la facture, comme ceci. Par exemple, ici, nous pouvons modifier la quantité pour la référence B006, qui est une étagère de rangement. Ces informations par un code VBA sont inscrites dans une table détail temp qui sert de source de données pour ce sous-formulaire. Nous allons donc ajouter une dernière référence pour le principe. Et puis, normalement, lorsque nous cliquons sur le bouton valider la facture, notez que nous connaissons déjà ici dans le champ N-client le numéro du client. Au moment de valider la facture, constatez que c'est parfait. Nous n'avons pas fait grand chose à ce stade, mais que nous avons déjà une édition de la facture qui est tout à fait honorable, puisque nous avons bien dans la partie supérieure les éléments du client avec le montant total de la commande. Donc le montant total de la commande, je vous rappelle qu'il a été calculé en temps réel. Notez ici que les paramètres ont correctement été transmis puisqu'il s'agit de la commande 17. On se sert de ce numéro pour nommer cette facture et constater que tout le listing des articles achetés pour cette facturation sont correctement répercutés et parfaitement alignés dans l'édition que nous proposons. Donc nous avons bien à ce stade proposer une édition de la facture client. Mais néanmoins, désormais, nous souhaitons aller plus loin puisque l'objectif est de pouvoir en faire
une sortie PDF, et cerise sur le gâteau, si le client a un mail, eh bien pouvoir lui envoyer directement par courrier électronique, ce qui simplifie et automatise toutes les actions. Nous avions d'ailleurs, pour ce faire, ajouté dans la table client un champ mail client avec des mails arbitraires qui sont faux, mais c'est pour l'exemple et pour le test de l'application. En revanche, ici, ce que nous souhaitons faire, c'est effectivement proposer une sortie PDF de cette facture, et VBA nous permet de le faire très simplement. Nous allons retourner dans notre état en mode création, clic droit, mode création, et comme vous le savez, eh bien, selon les éléments sélectionnés sur un état, la feuille de propriété propose tout un tas d'événements, en l'occurrence ici pour l'état, car c'est bien lui et seulement lui qui est sélectionné. Nous allons choisir l'état suractivé, et ce choix n'est pas anodin. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, nous allons valider le fait que, en cliquant sur le petit bouton, nous souhaitions associer un code à cet événement, si bien que, comme vous le constatez, nous basculons dans l'éditeur de code VBA Access, mais entre les bornes de la procédure report_activate, ça veut dire une fois que l'état est activé. Tout simplement parce que, pour piloter ou pour récupérer les données de certains champs qui sont proposés sur l'état, faut-il encore que ces données aient été calculées. Ça veut dire que l'état ait été produit. Il faut donc qu'il soit activé. On ne peut pas le faire au chargement, sinon, sous peine que Access nous renvoie un message d'erreur nous informant qu'il ne peut pas accéder à ces valeurs. L'objectif dans un premier temps donc est de pouvoir déjà faire une sortie PDF. Ce que je vous propose, c'est de créer dans le répertoire de notre application un sous-dossier que nous allons par exemple nommer archive facture. Le répertoire de notre application, c'est-à-dire tout simplement là où se trouve notre base de données. Nous nommons donc ce dossier archive facture, ainsi nous aurons une organisation structurée de tous nos archivages, c'est-à-dire de toutes les facturations clients que nous aurons produites. Et en même temps, nous retournons dans notre base de données, nous allons ajouter un champ dans notre table commande, de manière, nous l'ouvrons donc en mode création, de manière à ce que nous puissions archiver en base de données associée au numéro de commande, eh bien la facture PDF qui a été produite. Ce qui signifie tout simplement que, eh bien, si nous bâtissions un formulaire sur le client et ses commandes, nous serions capables de retracer tout l'historique des commandes du client et de rééditer les factures, par exemple, sur demande. Nous allons par exemple nommer ce champ facture comme, et nous allons conserver vraisemblablement le type de données par défaut qui est texte court, dans lequel nous souhaitons seulement inscrire un nom de fichier, donc une taille 100 est tout à fait suffisante, et ainsi nous disposons d'un champ dans lequel nous allons pouvoir archiver, associé au numéro de commande donc, eh bien ce numéro de facture, le nom de la facture PDF ainsi produite. Maintenant que nous avons préparé le terrain, nous pouvons en effet revenir dans notre éditeur de code entre les bornes de la procédure report_activate. Et nous allons commencer par déclarer une variable que nous nommons fichier, dont le but, comme souvent, est de mémoriser le chemin d'accès complet pour pouvoir définir l'emplacement de stockage de cette sortie PDF. Il s'agit donc de concaténer ce chemin. Je vous rappelle que VBA propose un objet application. Associé à cet objet, nous avons une propriété qui se nomme currentProject et qui permet d'accéder à une propriété dérivée PAF qui fournit tout simplement le chemin d'accès complet à l'emplacement de la base de données. Donc, là où nous avons créé notre sous-dossier. C'est la raison pour laquelle, à ce chemin, nous devons concaténer et commercial, et puis entre double cote anti-slash, eh bien, notre sous-dossier que nous venons de créer pour pouvoir justement archiver nos factures. D'ailleurs, pour éviter tout risque, nous allons prélever son nom et puis le coller directement dans la construction de la concaténation du chemin, que lui-même nous allons concaténer au nom que nous souhaitons donner à cette sortie PDF. C'est un nom qui doit être unique. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser un préfixe fixe, par exemple facture underscore, suivi du numéro de facture qui, je vous rappelle, est identifié par une clé primaire, le numcom qui est repéré par son nom de champ depuis l'état,
qui possède une propriété value, comme vous le savez, qui permet d'accéder à son contenu. Bien sûr, le nom du fichier n'est pas terminé, facture underscore 15, par exemple, c'est une sortie PDF, donc il faut donner une extension. Nous concaténons ce chemin à l'extension PDF qui va être produite par notre code VBA. Suite à ça, et vous allez le constater grâce à VBA et précisément à VBA Access, encore une fois par l'objet d'OCMD, nous allons pouvoir produire une sortie PDF de façon on ne peut plus triviale. L'objet d'OCMD propose une méthode output_to qui, comme son nom l'indique, permet de créer une sortie du fichier qui va lui être passé en paramètres. Faut-il encore définir certains paramètres? Eh bien, le premier que nous allons lui fournir, c'est output_report, AC output_report, tout simplement parce que nous créons une sortie, une exportation du report, c'est-à-dire de l'état de la facturation que nous sommes en train de produire. Nous allons ignorer le paramètre suivant, car dans notre cas, il n'est pas utile. Ensuite, nous devons indiquer quel est ce format. Le format est tout simplement un format PDF. Et comme l'enseigne l'aide en ligne, il faut que nous indiquions scrupuleusement le paramètre en troisième position, AC format PDF. Le quatrième paramètre, quant à lui, demande de préciser le fichier qu'il faut ainsi exporter dans ce format. Eh bien, ce fichier est reconnu sous le nom de variable fichier qui a mémorisé le chemin complet jusqu'au sous-répertoire d'archivage, et nous allons terminer par le paramètre false, car c'est nous qui ordonnons effectivement de pouvoir produire cette sortie, et nous allons donc tester ce code. Pour ce faire, nous allons donc revenir sur notre application Access, nous allons simuler très rapidement une toute petite commande, donc nous exécutons notre formulaire validation commande. Effectivement, les informations de table temporaire ont été supprimées entre temps, mais nous le savons, notre formulaire de facturation fonctionne très bien, puisque lorsque nous ajoutons de nouveau une référence produit, eh bien, vous constatez que le sous-formulaire est en effet réactualisé. Dans la foulée, nous ajoutons une référence B005, et nous cliquons sur le bouton valider la facture. Constatez comme tout à l'heure que la facture est effectivement produite en temps réel. Qu'en est-il si désormais nous allons consulter le contenu de notre sous-dossier archive facture? Eh bien, remarquez que vraisemblablement, la conversion au format PDF a fonctionné, c'est magique. Nous avons bien une sortie PDF prête à exploiter, prête à envoyer par courrier électronique pour automatiser toutes les actions et puis pour effectivement au final un service encore plus professionnel aux yeux de nos clients. Nous avons effectivement réussi à créer une sortie PDF de notre facturation. C'est une première étape, mais je vous le rappelle, nous souhaitons aussi l'archiver en base de données de manière à ce que nous ayons la traçabilité de toutes les commandes passées par les différents clients qui sont recensés. C'est la raison pour laquelle, eh bien, pour pouvoir associer, ou plutôt ajouter une information dans la table de la base de données, je vous rappelle que nous devons utiliser une requête mise à jour, update, eh bien, il va nous falloir aussi être capable ensuite de récupérer les informations de cette table. Nous y reviendrons. Je vous rappelle donc que pour pouvoir accéder aux enregistrements d'une base de données, nous avons nécessairement besoin d'un objet database. C'est la raison pour laquelle nous revenons dans la partie déclarative et nous créons notre objet base comme un database. Comme nous allons exécuter une requête mise à jour, eh bien nous avons besoin d'une requête de type string qui va mémoriser la syntaxe SQL de cette requête update. Je vous rappelle aussi que cet accès aux objets de base de données est rendu possible par l'ajout préalable à la référence à Microsoft ActiveX Data Object, en contraction à ADO, qui permet effectivement ensuite d'instancier ces classes pour hériter des propriétés et méthodes et ainsi manipuler les objets de base de données. L'objectif ici est, dans la foulée de l'exportation au format PDF, d'archiver ce nom de fichier en base de données rattaché à son numéro de commande. Pour pouvoir accéder à la base de données, nous allons initialiser notre objet base grâce au mot-clé set, comme nous le faisons dans chacune de nos formations VBA Access désormais, grâce à notre objet application et à sa méthode currentDB qui nous permet de pointer sur la base de données en cours.
Puis, nous allons construire la syntaxe de notre requête SQL. Désormais, nous en avons réalisé beaucoup. Grâce au mot-clé update, qui littéralement signifie mettre à jour, nous souhaitons faire une mise à jour de quelle table? Eh bien, de la table commande. Et quels sont les champs que nous souhaitons paramétrer? 7. Et là, nous devons lister ces champs. Il n'y en a qu'un seul. Je vous rappelle que le champ que nous avons créé à cet effet, dans la table commande, se nomme facture com. Donc pour éviter tout risque d'erreur de syntaxe ou orthographique, nous allons le prélever de manière à le coller dans la syntaxe SQL. Nous souhaitons donc mettre à jour le champ facture com de la table commande, mais de quelle manière? Eh bien, nous souhaitons qu'il devienne égal à quoi? Égal à un texte. Donc, nous devons ajouter une simple cote avec la touche 4 du clavier. Je vous rappelle que le début du nom de ce fichier, tiens, tant qu'à faire, pourquoi ne pas prélever directement ce que nous avions construit dans la variable fichier? Donc nous souhaitons y inscrire le nom du fichier, pas tout le chemin. Seul le nom nous suffit puisque nous savons par défaut que ces factures PDF se trouvent dans le sous-dossier archive facture. Un code VBA se chargera de reconcaténer le chemin pour pouvoir l'extraire. Autant faire des insertions de données relativement courtes en base de données pour ne pas alourdir eh bien, au final l'ensemble des tables. Une fois donc que nous avons défini ce chemin, il est bien entendu important pour nous de fermer la simple cote, parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'une information textuelle, mais bien entendu, ici, si nous laissons la requête SQL en l'état, comme vous le savez, eh bien, cela signifie que tous les enregistrements de toute la table commande vont être ainsi mis à jour, et c'est parce que nous souhaitons. Nous souhaitons inscrire ce nom de fichier associé au numéro de commande du client. C'est la raison pour laquelle nous utilisons une clause where, pour lequel le champ numcom est égal au numéro de commande en cours, égal, et là, et nous allons concaténer de nouveau notre expression à une variable issue de l'état, eh bien, au champ numcom, auquel nous accédons à son contenu par sa propriété value. Notez ici que nous n'utilisons pas de simple cote pour encadrer cette valeur, car il s'agit d'un champ numérique, contrairement au champ textuel du nom du fichier. Une fois donc que nous avons vraisemblablement terminé la syntaxe de notre requête SQL de mise à jour, comme je vous le rappelle, désormais notre objet base, qui est un database, propose une méthode execute, suivie en paramètre du nom de la requête à exécuter, la requête action. Cette requête se nomme requête, c'est nous qui l'avions choisie arbitrairement, et comme toujours, là aussi je vous le rappelle, nous n'oublions pas pour coder propre de fermer toutes les connexions ouvertes à la base de données une fois que nous avons terminé d'exploiter ces objets, et même nous allons les décharger de la mémoire en les réinitialisant à rien, et là c'est ce qu'on appelle le garbage collector qui se déclenche pour vider de la RAM et bien cet objet et toutes les dépendances puisque nous avons fini d'utiliser. Nous pourrions ici faire un petit débogage pour nous assurer que, en tout cas en ce qui concerne la déclaration de variables et les syntaxes, il n'y a pas de souci. Qu'en est-il si nous souhaitons faire une petite simulation? Nous retournons sur notre formulaire, nous allons faire une simulation complète, donc nous le rouvrons, et dans la foulée, nous allons simuler une petite commande attachée à un client. On va faire assez vite, on ajoute une première référence, et puis on en ajoute une deuxième, on valide la facture, notre état est correctement produit. Normalement, nous avons en plus notre archivage dans le sous-dossier, c'est ce que nous pouvons constater. Qu'en est-il désormais pour l'archivage en base de données? Vous constatez qu'effectivement, le nom du fichier, unique donc, est bien inscrit pour la dernière commande qui a été passée, c'est-à-dire la commande 19, dont le numéro est rappelé ici, et dont le numéro est rappelé sur le formulaire. Donc, pour l'instant, en même temps que nous arrivons à produire une édition de facture pour le client, nous arrivons à en produire une version PDF que nous archivons et sur le disque dur et en base de données pour exploitation ultérieure, avoir l'historique, pouvoir les ressortir à tout moment. Le dernier point, qui n'est pas des moindres, consiste donc, et ça c'est très intéressant, à pouvoir éventuellement, si le client en dispose, lui proposer de recevoir cette facturation directement par courrier électronique de façon totalement automatisée.
Pour ce faire et pour commencer, nous avons tout d'abord besoin d'ajouter une référence. Alors, il est important de comprendre que pour pouvoir réaliser un envoi de courrier électronique avec pièce jointe, il faut qu'il y ait sur votre ordinateur un client de messagerie tel que Outlook qui est proposé dans les versions professionnelles des packs Office. Nous passons donc par Outils référence et nous allons ajouter la référence à la librairie Microsoft Outlook 16 2.0 librairie de mémoire. Donc on revient, comme vous le constatez, par ordre alphabétique sur la bonne référence que nous cochons et nous l'ajoutons au projet. Par mesure de précaution, nous allons confirmer qu'elle est bien présente au même titre que Ado pour manipuler les objets de base de données. Dès lors que cette référence est présente, eh bien, nous pouvons accéder aux objets qui vont permettre de communiquer avec le client de messagerie qui est Outlook pour pouvoir effectivement produire des courriers électroniques et joindre la facture par mail. Donc, ici, nous avons besoin, dans un premier temps, de déclarer les variables qui vont nous permettre de piloter ce client de messagerie. Nous allons nommer tout d'abord notre première variable client MSG qui porte très bien son nom, puisque ici, l'objectif est qu'elle puisse pointer sur le client de messagerie afin d'hériter de ses propriétés et méthodes. Et donc, dans la syntaxe, nous devons créer un nouvel objet Outlook.application. Ça veut dire que notre objet client MSG est défini comme un objet de client de messagerie Outlook. Ensuite, nous avons besoin d'une variable qui, elle aussi, doit bien porter son nom, message, que nous allons déclarer comme un objet Outlook mail item. Donc, vous en conviendrez, effectivement, cet objet parle de lui-même aussi, c'est-à-dire un objet qui va permettre de manipuler le message dans l'application Outlook, dans l'application du client de messagerie. Ces déclarations, je vous le rappelle aussi, ont été rendues possibles parce que nous avons ajouté la référence à la librairie Microsoft Outlook. Enfin, nous avons besoin par anticipation de deux petites variables supplémentaires parce que pour savoir si nous pouvons envoyer ce message au client, eh bien nous devons vérifier qu'il a bien une adresse mail. Donc nous allons accéder à la table client et puis récupérer son adresse mail pour pouvoir effectivement composer notre message. Donc nous déclarons une variable adresse pour l'adresse mail comme un string, fort logiquement, et nous allons aussi déclarer une variable ligne comme un record set, un objet ado qui permet de manipuler les objets de base de données, les enregistrements, plus précisément pour accéder aux enregistrements de la table client. Et avant que notre objet base soit fermé et détruit, bien sûr nous allons en profiter dans la foulée. Avant de pouvoir créer notre objet message et de le composer, eh bien nous devons récupérer l'adresse mail du client en base de données. Pour ce faire, je vous rappelle que nous devons initialiser notre objet ligne sur les enregistrements d'une table grâce à la méthode héritée OpenRecordSet de notre objet database précédemment créé, selon une syntaxe SQL de sélection et un accès, je le fais tout de suite pour ne pas l'oublier, en DB Open Dynaset, c'est-à-dire un mode d'accès dynamique qui va nous permettre de manipuler ces enregistrements. Alors j'essaie de ne pas intervertir les lettres dans la syntaxe car sinon une erreur va être générée. L'objectif ici donc dans la table client par le biais de la syntaxe SQL pour notre objet recordSet est de récupérer select, c'est une requête select, l'information du mail du client, le champ dans cette table se nomme mail client from comme toujours. À partir de quelle table? À partir de la table client. Mais comme toujours, on ne va pas récupérer toutes les adresses mail, on n'en veut qu'une seule, celle du client que nous sommes en train de facturer, pour lequel le champ num client est égal à quoi? Comme tout à l'heure, est égal au numéro de client en cours sur l'état de la facturation que nous sommes en train de proposer. Égal, et là nous concaténons, sans les simples cotes encore une fois, car le champ num client est un numéro auto, c'est-à-dire une valeur numérique. Select mail client, from client, where num client égale, num client, ne l'oublions pas, c'est un champ .value, propriété value, qui permet d'accéder au contenu de ce champ sur l'état. Si nous ne l'avions pas indiqué, VBA étant permissif, il considère que c'est la propriété par défaut, ça aurait fonctionné tout de même, mais c'est vrai que dans la philosophie, ce n'est pas très correct. Nous allons accéder à ce premier enregistrement, et plus précisément à ce seul et unique enregistrement,
par le biais de la méthode moveFirst d'un objet recordSet, de manière à récupérer, à mémoriser dans notre variable adresse prévue à cet effet, l'information du mail client. Eh bien, notre objet ligne propose une méthode, et vous le savez, fields, qui, comme son nom l'indique, permet d'accéder à un champ en particulier. Le champ que nous désignons en paramètre, en l'occurrence ici, il s'agit du champ mail client, puisque c'est bien lui que nous récupérons par le biais de la requête sélection. Et là encore, propriété value pour accéder à son contenu. Logiquement, à ce stade, nous avons bien récupéré l'adresse du client, donc nous devons fermer là aussi la connexion aux enregistrements, ligne.close, et sans oublier, bien entendu, de vider cet objet de base de données de la même façon que pour l'objet ligne, comme ceci. Alors, on ne s'est pas encore soucié de concevoir le message, on peut peut-être faire un test à ce stade pour vérifier que eh bien, nous avons bien été en mesure de récupérer l'adresse mail du client. Donc on ajoute à la fin du code eh bien, MSGBox qui permet d'afficher ce qu'a mémorisé cette variable adresse. On revient sur notre application Access. On va de nouveau simuler une commande très rapidement, je vais ajouter très peu d'articles, on va ajouter le premier, je ne vais même pas modifier d'ailleurs les quantités, nous validons la facture, vous constatez qu'effectivement notre MSGBox apporte bien la confirmation que nous avons été en mesure de récupérer cette adresse mail. Donc non seulement nous l'avons récupérée, mais nous sommes donc en mesure de pouvoir désormais eh bien, proposer au caissier de joindre par le biais de cette adresse mail la facture éditée au format PDF par courrier électronique. Comment ceci peut-il se passer? Alors la première chose quand même est de s'assurer par mesure de sécurité, nous allons ajouter une instruction if, que notre variable adresse est bien différente de vide, différente de guillemets. Ça veut dire que nous avons bien réussi à récupérer une information qui est celle de l'adresse mail. Et nous allons borner notre instruction if. Et puis, comme nous ne souhaitons pas proposer de façon systématique l'envoi par courrier électronique, ça pourrait très bien être le caissier qui demande au client s'il souhaite que la facture lui soit jointe par mail. S'il dit oui, eh bien le caissier n'aura qu'à répondre oui à notre MSGBox sur lequel nous allons ajouter deux boutons comme nous l'avions vu dans certaines formations VBA Excel pour justement manipuler les variables et les boîtes de dialogue. Donc question au caissier, joindre la facture par mail. Cette question, remarquez qu'elle lui est posée uniquement si nous avons la certitude que nous possédons bien un mail pour le client, et nous allons ajouter grâce à IntelliSense en deuxième paramètre les boutons oui et non, grâce au paramètre VB yes no. Nous fermons les parenthèses du MSGBox, et à partir du moment où cette boîte de dialogue est associée à des boutons, elle retourne une valeur qui est numérique. L'aide en ligne nous avait appris que si cette valeur valait 6, cela signifie que l'utilisateur avait cliqué sur le bouton oui et non pas le bouton non qui correspond à la valeur 7. En gros, si la valeur retournée par ce MSGBox vaut 6, eh bien, nous savons donc que nous pouvons confirmer la création du message électronique avec envoi de la pièce jointe. Donc pour ce faire, eh bien, nous allons initialiser nos variables objets de programmation, et celle qui nous intéresse plus particulièrement, c'est notre variable message qui va pouvoir être créée grâce à notre objet MSG qui, par instanciation de la classe du client de messagerie, propose des méthodes, et celle qui nous intéresse est create item, qui, comme son nom l'indique, va permettre de créer un objet, un élément, et en l'occurrence ici, mail item, vous avez constaté dans la liste des paramètres proposés par IntelliSense que nous aurions pu par exemple manipuler le journal d'Outlook, les notes ou encore le calendrier. Ici, avec ce paramètre OL mail item, eh bien, spécifiquement, nous demandons de créer un objet capable de manipuler les messages. Et avec ce message, donc nous allons réexploiter la bonne vieille instruction with qui permet de regrouper et de lister toutes les propriétés et méthodes pour un même objet. Donc nous n'oublions pas de boucler notre instruction with, nous l'avions aussi démontré dans l'une des formations VBA. Et bien ici, il s'agit de lister et de paramétrer l'ensemble des propriétés importantes pour configurer notre message, et en l'occurrence nous avons la propriété recipients avec la méthode add qui va permettre de
désigner ou de stipuler une adresse de messagerie, puisque pour envoyer un message, il faut bien une adresse. Et nous le savons désormais, cette adresse mail est mémorisée dans notre variable adresse grâce à notre requête select. Bien sûr, et là nous allons faire simple, mais nous pouvons définir grâce à la propriété subject, du coup héritée pour cet objet message de cette classe Outlook, eh bien définir un objet pour ce message. Et bien là, on va faire très simple. L'objet, c'est votre facture. Et puis, bien entendu, il faut le corps du message. Eh bien, c'est la propriété body qui va permettre tout simplement de créer un texte directement dans la zone de message. Voilà, cher client, veuillez trouver ci-joint votre facture, par exemple. On fait simple, hein. Ci-joint votre facture, comme ceci. C'est uniquement le corps du message que nous sommes en train de paramétrer. Et puis, bien entendu, nous avons défini l'adresse du destinataire, le sujet du message, le corps, mais l'objectif c'est que nous souhaitons joindre notre facture PDF. Et là, pour ce faire, nous avons une propriété attachments avec une méthode add, c'est très simple quand on les connaît, qui permet en paramètre et bien tout simplement de définir le fichier à joindre, et ce fichier est reconnu dans la variable fichier qui a mémorisé le chemin d'accès complet à la facture PDF. Et bien entendu, une fois que tout le message a été paramétré, la dernière chose qui reste à faire, et c'est une méthode, c'est de l'envoyer. C'est aussi simple que ça, .send. Et logiquement, nous devrions effectivement, eh bien, constater, en ouvrant notre client de messagerie Outlook, que nous avons non seulement édité une facture client, que nous l'avons convertie au format PDF, archivée sur le disque, archivée en base de données, et puis transmise en pièce jointe directement par un client de messagerie et surtout par le code VBA. Donc, nous revenons sur notre application Access et nous allons de nouveau simuler une petite commande très rapidement. Et je vais vous demander de regarder dans les sentinelles le déclenchement de la sentinelle Outlook qui va bien montrer, et vous pourrez ouvrir vous de votre côté le client de messagerie, et bien qu'il est en train de générer le message et qu'il est en train de joindre la copie. Donc valider la facture, mais bien sûr nous avons la question intermédiaire. Joindre la facture par mail, je vous rappelle que le test a confirmé que nous avions bien trouvé et isolé le mail, donc nous cliquons sur le bouton oui, et normalement, voilà, vous constatez ici en sentinelle qu'il y a l'icône Outlook qui s'est déclenché, ce qui signifie que Outlook est en train d'envoyer notre message. Je vous laisserai de votre côté, eh bien, tout simplement ouvrir votre client de messagerie, aller dans les éléments envoyés, parce que vous aurez des retours d'erreur étant donné que ces mails ne sont pas des vrais mails, mais que dans les éléments envoyés, eh bien, le message a correctement été conçu avec son sujet, avec son corps et avec la pièce jointe, c'est-à-dire la facture qui est prête à éditer, donc tout confort et tout automatisé pour le client. Voilà pour cette formation VBA Access qui permet d'éditer une facture en bonne et due forme et de la convertir au format PDF et même de l'envoyer par mail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.